Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole d'Homme, sur votre média Éco 237, la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une personnalité influente du monde politico-judiciaire du Cameroun. Il est très impliqué dans la défense des prisonniers dits politiques ou alors des prisonniers d'opinion. C'est un plaisir d'être en face de Maître Fabien Kenyé. Bonjour. Bonjour mon cher. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, pour le moment. Devrais-je le dire? Pour le moment. Maître, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Comme je le disais tantôt, vous êtes très impliqué dans la défense des prisonniers. Vous êtes d'ailleurs cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'ailleurs le MRC, qui, à travers justement la voix de son leader, a organisé une conférence de presse récemment pour annoncer le retour des communicants du MRC sur la scène des débats politiques. Vous êtes davantage ému de ce retour sur la scène politique. Je dois d'emblée dire que cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est beaucoup dire. Je ne suis qu'un simple secrétaire d'unité. C'est vrai que comme tout militant, je veux, n'est-ce pas, pour le rayonnement de mon parti, pour que les idées et les idéaux que véhicule mon parti porte. C'est peut-être pour cela qu'on me voit beaucoup. En réalité, oui. Je ne suis qu'un secrétaire d'unité, c'est-à-dire la plus petite cellule du parti. Et néanmoins, c'est vrai que notre guide, si je peux l'appeler ainsi, son excellence, l'ancien professeur Maurice Kamto m'avait déjà fait l'honneur plus d'une fois de faire de moi un communicant au niveau national du MRC, que je ne suis plus aujourd'hui, il faut bien se le préciser, oui. Puisque la fonction est dévolue aujourd'hui à d'autres communicants. Tout à fait. Cependant, tout récemment aussi, il m'a nommé membre du comité régional, n'est-ce pas, de la médiation, membre du comité régional de la médiation d'Abidjan du littoral 1. Si c'est sur cet angle que vous voyez comme un cadre, je pourrais peut-être dire, mais politiquement, je ne suis qu'un simple secrétaire d'unité, en l'occurrence l'unité politique MRC prisonnier politique diaspora, en hommage aux prisonniers politiques que je défends depuis pratiquement 2018, ainsi qu'à la diaspora qui ne les a jamais abandonnés et qui de temps en temps, n'est-ce pas, m'apporte un coup de main. Et c'est l'occasion aussi de leur dire merci pour leur soutien constant par rapport à l'assistance que je leur apporte à ces prisonniers politiques-là qui, pour moi, n'est-ce pas, sont presque aujourd'hui ma raison de vivre professionnel. Peut-être c'est à cause de ce dynamisme-là sur le plan de la défense des prisonniers politiques qui fait en sorte qu'on on vous qualifie cadre. Vous avez quand même une certaine responsabilité. Vous êtes très dynamique justement sur le terrain, déjà dans votre domaine. Maintenant, vous avez justement fait une dénonciation cette semaine sur votre page, une dénonciation qui va à l'endroit justement des prisonniers politiques, des civils qui, lors de la crise post-électorale, avaient été interpellés. Vous avez justement indiqué qu'ils sont appelés à comparaître devant le tribunal militaire et vous trouvez cela injuste. Vous parlez justement de violation de certains accords internationaux signés par le Cameroun. Est-ce qu'on peut davantage en savoir sur le plan... Ce n'est pas moi qui le trouve injuste. C'est complètement illégal et en porte-à-faux, en violation des traités et conventions internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun, en l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits humains et des peuples, n'est-ce pas, qui sont insérés qui font corps avec la Constitution du Cameroun, et laquelle Constitution, même en son article 45, dit expressément que ces traités et conventions internationaux sont supérieurs aux textes de loi camerounais. C'est-à-dire que lorsqu'une loi camerounaise est en conflit avec les traités et conventions internationaux, la loi doit s'effacer au profit de ces traités et conventions internationaux. Or, il se trouve que ces traités disent sans exception et sans embâche, sans ambiguïté, qu'un civil, pour quelque crime que ce soit, pour quelque motif que ce soit, ne peut pas être justiciable du tribunal militaire. Donc c'est en totale illégalité et en violation de la Constitution que, n'est-ce pas, certaines personnes croient pouvoir renvoyer les civils par devant les juridictions militaires qui, faut-il le dire, sont comme des cours martiaux chargés de la discipline militaire, chargés uniquement, n'est-ce pas, de juger des criminels ou des infractions purement militaires commises par des militaires avec des co-auteurs et des complices. L'exception peut se trouver quand peut-être un militaire a commis une infraction
n'est-ce pas, avec un civil, on comprendrait que le tribunal militaire soit, n'est-ce pas, compétent. Mais tant que les civils n'ont pas de complices ou auteurs militaires, ils ne devraient jamais, n'est-ce pas, se retrouver devant un tribunal militaire. Donc, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai que vous défendiez ainsi le cas d'André Blaise Essama, qui est bien connu, qui séjourne justement à la prison de Newbel depuis pratiquement 6 mois, depuis la crise post-électorale, dernière élection présidentielle et bien d'autres. Bon, c'est ce nom-là que j'ai pu citer. Maintenant, Maître, vous qui êtes très proche dans la défense justement de ces prisonniers politiques-là, combien sont-ils aujourd'hui? Déjà, parlons des prisonniers du MRC qui ont été interpellés depuis 2018. C'est vrai qu'on a libéré une bonne quantité. Pour le cas spécifique du MRC, si vous commencez par là, il s'agit, n'est-ce pas, des détenus politiques de la crise post-électorale de 2018. Tout à fait. Et voyez-vous, à la faveur des marches du 20 septembre 2022, beaucoup de nos camarades avaient été happés, torturés, pour certains déportés, n'est-ce pas, alors qu'ils faisaient dans la marche pacifique. Et plus grave encore, je voudrais citer le cas du professeur Alain Foguet et de Bibou Nissak qui ne marchaient pas, qui avaient été interpellés, n'est-ce pas, dit-on, pour avoir eu l'intention de marcher alors qu'ils ne se retrouvaient pas dans les marches. Donc, et demain au juge de centre qui, à la suite de ces arrestations, de ces tortures, de ces incarcérations, avait été condamné en instance pour 7 ans d'emprisonnement ferme, juste pour avoir manifesté les opinions pour certains et d'autres pour avoir, n'est-ce pas, eu l'intention de manifester les opinions. Ils sont au juge pratiquement autour d'une trentaine, c'est-à-dire 35 pour être plus, si ma mémoire exacte, ils sont encore 35 à Kroupi, je crois particulièrement à la prison de Kodengui. Ceux de Douala qui étaient condamnés pour certains jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ont épuisé leur peine et sont sortis. Les derniers, c'était, je crois, Gueffar Alain et Tenambou John. Vous voyez que j'ai tous ces noms en tête. Vous êtes Pascal Zamboué aussi, Pascal Zamboué aussi, il faut pas l'oublier, et aussi à Kodengui, aux côtés des autres personnes. Je suis Pascal Zamboué parce que, voyez-vous, la dictature n'a aucun sentiment. Alors qu'il se trouvait en prison, son épouse a été assassinée, non content déjà, n'est-ce pas, que ce monsieur soit autant torturé psychologiquement, qu'il soit autant broyé psychologiquement. On a quand même trouvé des subterfuges pour faire porter le chapeau d'assassinat de son fils, de le mettre en prison aux côtés de son père. Vous imaginez ce que ça peut faire comme cruauté. Oh là là. Et maintenant, c'est vrai que vous assistez également les autres prisonniers issus de la crise post-électorale de 2025 qui défendaient justement Issa Chiroma Bakari. Ils sont des centaines également, toujours en détention. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous suivez également ces cas-là? Je dois vous avouer que fondamentalement, ma mission d'avocat, je me définis souvent comme un avocat pèlerin. Donc, du fait de mon serment, j'ai l'obligation, je me sens, ou tout au moins, je me sens l'obligation de porter secours, de par mon serment, à tout Camerounais. N'est-ce pas, en porte-à-faux par rapport à la loi, ou surtout lorsque ces droits sont méprisés. C'est pour ça que je parcours le Cameroun autant que je peux, n'est-ce pas, pour voler au secours de tout cas. C'est dans ce contexte qu'au-delà même de ma casquette politique, au-delà du fait que j'appartienne au collectif Suiveur SOP, qui n'est pas peut-être au juge dans le contentieux post-électoral actuel de 2025, je continue cette mission et c'est ça qui m'a poussé davantage, n'est-ce pas, à me constituer pour apporter assistance auprès des personnes qui ont été arrêtées à la faveur des marches de la crise post-électorale du 12 octobre 2025. Il faut-il le dire, il ne faut pas occulter cela, il faut bien se rappeler, plus d'une cinquantaine de nos compatriotes ont été, n'est-ce pas, abattus à bout portant de sang-froid. Il faut pas occulter cela, parce que c'est pire que la prison. Pour avoir seulement manifesté, alors que toutes ces personnes, pour la plupart, le faisaient à main nue, elles ont été abattues. Mais le gouvernement libéré certains. Ils se trouvent, aujourd'hui, on les a déjà passés sous silence. Cela n'est pas possible dans un état de droit. Cela n'est pas possible, c'est inacceptable. Donc, lorsque je le dis, je continue à leur recommander leur mémoire, n'est-ce pas, auprès de notre être suprême qui est le Créateur. C'est vrai que pour certains, on les a appelés assaillants autant pour moi. Mais vous êtes un journaliste, autant que vous le sachiez. Vous savez dire que vous avez plus de moyens d'investigation que moi. Est-ce que vous aviez vu quelqu'un armé parmi ces personnes qui avaient été tuées ou parmi ces personnes qui manifestaient leurs opinions? Avez-vous vu quelqu'un porteur d'une arme ou quelqu'un menaçant, n'est-ce pas, les forces de l'ordre d'une manière ou d'une autre? Parce que autant que je me souviens, ça c'est l'occasion de tirer aussi un coup de chapeau à certains manifestants que j'avais vu porter secours à un policier
qui avait été malencontreusement pris à partie, il avait extirpé entre les mains d'une foule qu'ils étaient allés soigner. L'image a circulé. Oui. C'est pour dire que les Camerounais ont quand même atteint une certaine maturité pour savoir ce qui est bien, pour savoir ce que la loi permet, ce que la loi ne le permet pas. Je ne peux pas tolérer, je ne peux pas admettre, n'est-ce pas, qu'une autre autorité de l'administration se soit permise d'appeler ces personnes qui ont été aussi innocemment massacrées d'assaillants. C'est intolérable c'est inhumain. Et j'espère que ces personnes auront un jour à en répondre. Oui. Concernant justement ceux qui sont détendus, qui sont en détention, pardon, le gouvernement a libéré certains, mais ils sont encore quelques dizaines, on va dire. Bon, quand vous parlez du gouvernement, c'est même des libérations à tête chercheuse, parce que voyez-vous, et puis une fois, je crois, ça va être le ministre de l'administration territoriale, donc j'ai même de plus en plus à prononcer le nom parce qu'il n'est pas un exemple de fonctionnaire à suivre. J'ai dit là, j'ai du mal de plus en plus à prononcer le nom de celui qui trône à la tête de l'administration territoriale parce que si il y a eu autant de répression, ça c'était pas passé par le passé. Actuel, c'est de son fait. Il a tenu des réunions sectorielles, des rencontres autour desquelles il avait dit libérer les mineurs. Mais force est malheureusement de constater aujourd'hui que plus d'un mineur demeure encore aujourd'hui en prison, dont les élèves même de 3e qui sont à la prison de Baganté, ils sont autour de 2, un étudiant, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui privés de leurs études. Et à Bafoussam, c'est en février que j'ai pu, n'est-ce pas, avec ma dextérité ou avec, n'est-ce pas, la réceptivité du président du tribunal de première instance de Bafoussam, à qui je tiens encore un coup de chapeau, extirper aussi 3 mineurs qui s'échoulent à la prison de Bafoussam depuis un bon bout de la prison. Ces personnes ont retrouvé la liberté. Pour le reste, vous vous imaginez que des personnes vivant à Bouddha, elles sont 73, au nombre de 73, soient arrêtées, déportées à Bafoussam, enquêtées, déférées au tribunal militaire, mises sous mandat de dépôt et puis déposées à la maison d'arrêt de Fumban. Alors qu'il n'y a aucune famille, aucune relation, aucun parent, aucune épouse, aucun frère, aucune sœur. C'est ça pour venir subvenir à leurs besoins. Ils sont 73 là-bas. Par ailleurs, 25 personnes avaient aussi été happées à Tchang, déportées à Bafoussam, déférées au même tribunal militaire de Bafoussam, puis déportées à la maison d'arrêt de Fumban. Est-ce normal? Pourquoi est-ce qu'on le fait? La loi a tout prévu. Si quelqu'un a commis une infraction, il faut le juger dans les règles de l'art. Ça, c'est par rapport à l'agent de l'Ouest. En dehors de ces personnes-là, quand ils disent 73 plus 23, je crois, on est autour de 100 et poussière. Il y a environ aussi 65 personnes qui sont encore incarcérées à Bafoussam. En dehors de Bafoussam, pour demeurer, la prison de Bafoussam, autant pour moi, pour demeurer dans la région de l'Ouest, il y a environ 30 autres personnes qui sont incarcérées à la prison de Baganté. Prison de Baganté, faut-il le dire, c'est l'un des cas les plus dramatiques parce que depuis que ces personnes sont là, elles n'ont jamais été sorties pour être entendues. Donc, elles ont été jetées là-bas et depuis lors, plus rien. Et c'est davantage d'autant plus pathétique que il séjourne dans cette prison un de nos compatriotes qui a une balle, n'est-ce pas, dans sa cuisse qui n'est pas encore extraite. Et nos autorités le savent. J'ai eu à le dénoncer. Par ailleurs, c'est comme cette prison, le ressort des lieux en a fait sa propriété parce que la dernière fois que je m'y suis rendu, il m'en a carrément interdit l'accès alors qu'il n'en a aucun droit. C'est-à-dire, il m'en a empêché, il m'a privé, n'est-ce pas, du droit de mon exercice professionnel. C'est l'occasion aussi de le dénoncer par votre tribu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mis dans la tête de certains fonctionnaires camerounais, est-ce qu'ils sont à un poste, n'est-ce pas? Ces postes de travail où ils se trouvent doivent être confondus, n'est-ce pas, à des boutiques. Peut-être l'ordre était venu justement de son supérieur. Je ne puis pas penser. Aucun autre. Puisque quand bien l'ordre viendrait de son supérieur hiérarchique, il faudra que ce soit sur la base d'un texte de loi. Et malheureusement, lorsque ces personnes sont poursuivies, ces ordres-là, n'est-ce pas, qui ne sont jamais écrits, ne leur sont d'aucun secours. Il faut le leur préciser aussi. Au-delà de la région de l'Ouest, on peut aller vers Yaoundé où nous avons pratiquement plus de 200 personnes qui séjournent aussi. Il y a pratiquement environ 150 et plus ou 165 qui passent déjà par devant le tribunal militaire pour des délits de propagation de fausses nouvelles, des faux de carte d'achat d'identité. Comment pouvez-vous imaginer, mon cher, que des Camerounais soient poursuivis pour des délits aussi mineurs de propagation de fausses nouvelles?
n'est-ce pas, et des défauts de carte d'identité nationale, que ces personnes-là en soient traduites devant un tribunal militaire qui, faut-il le dire, même illégalement, sont parfois chargés de juger des braqueurs. C'est-à-dire que ces compatriotes qui, peut-être, auraient marché ou pas, sont assimilés aujourd'hui aux braqueurs qui nous empêchent de vivre et de dormir tranquillement chez nous. C'est trop gros. En réalité, excusez-moi de le dire, il se trouve que le tribunal militaire aujourd'hui, n'est-ce pas, est devenu une institution judiciaire au service d'un adversaire politique, en l'occurrence le président, monsieur Paul Biya, le président du RDPC, puisqu'il se trouve être, n'est-ce pas, le supérieur hiérarchique de toutes les juridictions militaires, étant entendu que tous les tribunaux militaires sont rattachés au ministère de la Défense, qui est le ministère délégué à la présidence de la République. Donc en réalité, c'est un adversaire politique, n'est-ce pas, qui utilise les instruments de l'État, payés par les impôts de tous les Camerounais, n'est-ce pas, pour broyer ses adversaires politiques. C'est ça qu'il s'agit. Le pape était au Cameroun, justement, le pape Léon XIV. Beaucoup de leaders d'opinion, justement les hommes politiques parmi les leaders de la société civile ont pensé que c'était l'occasion peut-être de libérer ces prisonniers politiques, ou alors les leaders d'opinion qui se trouvent en prison. On a vu les femmes de certains prisonniers, je vais prendre l'épouse par exemple de Jekam Tchameni, il y a eu l'avocate de votre concert, Maître Alice Com et Henriette Ekoué, qui ont justement sollicité, en fait qui ont adressé un mémorandum au pape par le canal de l'archevêque métropolitain de Douala. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que peut-être le pape n'a pas lu leur doléance, ou alors il n'y a pas eu de suite. Pourtant le pape était au Cameroun. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le chef de l'État peut-être puisse libérer ces gens-là? En réalité, tout se passe comme si nos autorités ou nos gouvernants ont tellement fait du mal qu'elles ne s'écoutent plus, puisque je parle d'autorité. Je dis bien nos gouvernants. Tout se passe comme s'ils ont fait tellement du mal qu'ils ne s'écoutent plus, parce que, voyez-vous, c'était carrément un réquisitoire que le pape Léon XIV a fait lorsqu'il est arrivé ici. Nous devons savoir que le Cameroun n'est pas une île isolée, n'est-ce pas, en dehors du monde. Quand le pape venait ici, il était suffisamment renseigné. Son discours collait, effectivement, c'était une véritable peinture, n'est-ce pas, de la société camerounaise. Il a du conflit, n'est-ce pas, qui sévit encore, ou de la guerre fratricide qui sévit encore dans le Nosso. Le pape nous a donné les voies et moyens pour nous regarder encore comme des frères et sœurs. Il a parlé de la corruption. Il a parlé de la paix. Il a parlé de la gouvernance. En précisant expressément que lorsque vous gouvernez, vous ne gouvernez pas pour vous. Vous gouvernez pour les autres. Pour revenir à ce mémorandum, le mémorandum tendait à, n'est-ce pas, à attirer l'attention du pape, effectivement, sur la violation des droits humains au Cameroun à travers ces arrestations arbitraires. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui exactement ce qu'on reproche à toutes ces personnes, en l'occurrence Jekam Tchameni, chez qui on a dit avoir vu, je ne sais pas, un arsenal de guerre que personne n'a jamais montré. Donc c'est des faux grossiers. On se serait attendu à ce que, n'est-ce pas, après son départ, que ces problèmes soient adressés, c'est-à-dire leur libération soit adressée par nos gouvernements. Que non. Puis, dès le lendemain, Samahoa, dont vous avez évoqué tout à l'heure le nom, ainsi que Scotty, Siakam Scotty, Wiener, ont reçu une notification, leur traduction par devant le tribunal militaire de Douala pour être jugés sur des faits d'apologie, d'insurrection, de révolution, de violence fonctionnelle et de troubles dans l'exercice des fonctions des fonctionnaires. Vous vous imaginez. Pour des gens, pour ce qui concerne Scotty Wiener, Siakam Scotty Wiener, il n'a jamais marché. Il s'est seulement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. À quoi? Lorsqu'on était en train de traquer Essamahoha pour l'arrêter. Et le crime de Essamahoha, c'est quoi? C'est qu'il a mis une banderole dans laquelle il estimait, n'est-ce pas, que c'est Issa Chiroma Bakari qui était sorti vainqueur des urnes des élections du 12 octobre 2025. Et à propos, de manière comparative, aux États-Unis, vous n'êtes pas sans ignorer les élections qui sont passées, je crois qu'il y a ça pratiquement 6 ans, après la fin du premier mandat de Donald Trump. Lorsqu'il a perdu les élections, il en est jusqu'à aller au Congrès, procéder aux destructions des biens. Je crois qu'un policier il avait perdu sa vie. Il les avait commis avec ses supporters. À date, est-ce que vous avez appris qu'un de ces Américains séjourne en prison? Non, pas du tout. En France, on manifeste pratiquement tous les mois. Pratiquement
tous les mois. Avez-vous déjà entendu dire qu'un Français en prison poursuit pour insurrection ou toute autre chose? À notre connaissance, et surtout, malheureusement, on en est arrivé, tout au moins c'est ma conclusion, que nous avons aujourd'hui des infractions qui sont finalement devenues des infractions typiquement nègres, des infractions primitives. En l'occurrence, des infractions qui tiennent à la révolution, à l'insurrection, réunion et attroupement, et que sais-je encore. C'est des infractions qu'on ne voit que dans notre République, qui n'existent nulle part dans la démocratie. Je n'ai jamais entendu, de mémoire d'homme, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un est poursuivi en France pour insurrection. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un est poursuivi en France pour révolution. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un est poursuivi aux États-Unis pour les mêmes infractions. Mais aujourd'hui, de manière systématique, il suffit que tu dises mouf à quelqu'un en route, qu'il décide, qu'il te dise, est-ce que tu sais est-ce que tu sais qui je suis? Et quel défi à qui tu te retrouves, n'est-ce pas, derrière le barreau. Pour terminer, je voudrais aussi évoquer le cas de Badou Jean-Jacques. C'est un cas que peut-être beaucoup occulte parce qu'il n'a pas arrêté dans la crise post-électorale, mais il a été arrêté antérieurement à cette crise. Avant le 12 octobre, il avait déjà été happé le 9. Et j'ai pu dire que ce sont ses origines, surtout bamileke. Je l'ai dit, hein, parce que parfois ces arrestations sont souvent faites sur la base tribale et au faciès. Ahmad m'en avait déjà dénoncé, je crois, le journal Le Jour, lors des premières arrestations de 2018. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était des arrestations au faciès concernant particulièrement nos compatriotes ressortissants du Nord et ceux ressortissants de l'Ouest. On ne sait pas si aujourd'hui au Cameroun, être bamileke ou être ressortissant du Nord est devenu un crime. C'est un peu cela. Bon, Maître, justement, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous luttez. Vous êtes toujours aux côtés de ces personnes-là qui sont victimes d'injustice. Depuis la prestation de serment du chef de l'État, le président Paul Biya, il a engagé un certain nombre de réformes, passant justement par le Parlement camerounais. Il y a justement cette réforme constitutionnelle qui autorise désormais le chef de l'État à nommer un vice-président. D'ailleurs, ça a suscité l'intervention de votre leader, le professeur Maurice Kamto, qui, à travers justement son discours, a dénoncé ce qu'il appelle une loi anticonstitutionnelle. Et même lors de la conférence de presse, il a justement lancé cette pétition en ligne où il demandait aux Camerounais de pouvoir aller contester justement cette manière de procéder. Où en est-on aujourd'hui avec cette pétition? Est-ce qu'il y a eu véritablement l'adhésion souhaitée? Il y a un engouement certain parce que je peux vous dire que quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se passe, son excellence le gentil professeur Maurice Kamto, le premier prix Boutros Ghali, est la seule personne aujourd'hui au Cameroun, n'est-ce pas, qui a la légitimité nécessaire. Il n'y a personne d'autre. Je dis bien qu'il y a la légitimité nécessaire, n'est-ce pas, pour adresser les problèmes du peuple camerounais. À preuve, vous êtes certainement témoin de tous les moyens de l'État qui sont mis en branle en termes communicationnels. C'est-à-dire les communicants du RDPC, même les médias officiels, n'est-ce pas, de tous les moyens qui sont mis en branle pour calomnier, n'est-ce pas, pour diffamer et broyer ce monsieur sans que personne ne puisse apporter la moindre parcelle de preuves de toutes les allégations, de toutes les affabulations qui sont dites à son endroit. C'est qui est sur la pétition. Il y en a combien de personnes qui ont signé à la pétition suit son bonheur de chemin. Vous avez une idée combien de personnes ont signé, Maître? Je ne peux pas vous donner le nombre aujourd'hui, mais toujours est-il que je sais que le même jour que cette pétition a été lancée, il y avait plus d'une centaine de milliers de personnes, n'est-ce pas, qui étaient accrochées, qui l'avaient signé. Et ça continue. Quant à la légitimité nécessaire, n'est-ce pas, pour adresser les problèmes du Cameroun, il n'y a personne d'autre à l'heure actuelle sur l'échiquier national qui peut rassembler autant de Camerounais. Certains vont dire que c'est parce que c'est votre leader politique. Je ne le dis pas. Il faut faire un sondage. Oui. C'est ça de nous mentir. Il faut faire un sondage tout court. Ou bien, quand je le dis, je m'adresse particulièrement à nos adversaires, en l'occurrence le RDPC et ses affiliés ou les partis proposants. Il faut nous laisser faire un meeting. Même dans la forêt à l'est, vous verrez ce qui va se passer. Nos meetings sont systématiquement interdits. Vous savez pourquoi? Même quand tu as interdit de séjour à Douala, vous savez pourquoi? C'est du fait de sa popularité. C'est toujours applicable maintenant? Bien entendu. Il suffit qu'il annonce qu'il vienne, vous verrez. Mais est-ce qu'il y a un texte, est-ce qu'il y a un arrêté qui le dit?
Est-ce qu'on a déjà pris un arrêté l'interdisant de venir à Douala? Mais Mais c'est la pratique, je suis sur la pratique. Pendant les obsèques de Maître Yondo Black, il était présent à Douala. Pour les obsèques, Oui, il peut venir dans le cadre privé, précis. pas dans le cadre officiel, pas le cadre politique. Officiel, ok. Maintenant, parlons justement du professeur Maurice Kamto, qui est votre leader. Il faut dire que depuis sa dernière sortie, on se rend compte véritablement que le MRC est désormais au cœur justement du débat politique depuis le lancement de cette pétition. Un retour qui intervient après près de 6 mois, un peu plus, hein, il faut le dire, d'absence, on va dire de silence. Hein. Est-ce que vous êtes dit à un certain moment que, bon, au regard justement de la cote de popularité de Issa Chiroma Bakary qui ne faisait que monter, parce qu'il faut dire que avant les élections présidentielles, à quelques jours de l'élection présidentielle, c'est le candidat en fait qui semblait mobiliser beaucoup plus de monde. Est-ce que vous êtes dit à un moment que il va falloir justement que nous puissions sortir de notre réserve, de notre silence, parce que Issa Chiroma Bakary est en train de ravir la vedette, une forme de vedette en fait. Au professeur Maurice Kamto qui, on se souvient, il était très populaire cette période-là. Je comprends bien les sous-entendus de votre question. Il faut que les choses soient claires. Ni le MSC, ni, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto ne font aucune concurrence avec le FSNC, encore moins son leader, Issa Chiroma Bakary. Il faut bien que les choses soient claires. Oui. C'est depuis le 5 août, lorsque la candidature de son excellence le professeur Maurice Kamto a été sauvagement, arbitrairement, illégalement, anticonstitutionnellement rejetée au Conseil constitutionnel, que le MSC avait décidé, n'est-ce pas, de ne plus aller dans les médias. Ça n'avait rien à voir avec Issa Chiroma. Tout à fait. À ce moment-là, personne ne savait même qui sera. Issa Chiroma aura une certaine popularité. Voilà, il faut que les choses soient claires là-dessus. Tout à fait. Mais pendant l'approche de l'élection. Quand bien même il a soumis sa candidature, qu'elle a été admise, et qu'on battait la campagne, ça c'est mon opinion personnelle. Tout à fait. Ça n'engage pas le MSC. Je vous le dis, c'est l'appareil politique du MSC qui a porté Issa Chiroma à la magistrature suprême, même comme il a été frustré. Comment vous expliquez ça? La preuve en est que nous en payons le prix, alors que nous étions candidats à rien, alors que nous n'étions effectivement candidats à rien, alors que mais M. Cantona, n'a pas donné le mot d'ordre, non? La légitimité appartient au peuple. Le peuple sait à qui l'a donné. Je dis bien la légitimité appartient au peuple. Le peuple n'est pas dupe. Et le peuple sait à qui l'a donné. Le président Maurice Kamto avait demandé, au regard des tendances, que ces grands ténors du Nord, en l'occurrence Bello Bouba, Issa Chiroma, trouvent quelqu'un parmi eux. Il n'avait pas donné consigne de vote, il n'avait pas demandé à ses militants de manifester quelque animosité contre qui que ce soit. Son peuple, qui lui appartient, puisqu'il dit qu'il a transféré, il a donné mandat. Il nous avait demandé de voter qui nous voulions. Nous avons jeté notre dévolu sur Issa Chiroma. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais poursuivre pour dire que bien avant le 5 août, je me souviens encore, je ne sais pas à quel moment, lorsque nous avions eu encore des exactions du régime, nous étions encore interdits, n'est-ce pas, d'aller dans les médias. Ça n'a rien à voir avec la candidature d'Issa Chiroma. Que sa cote monte ou qu'elle ne monte pas, ce qui nous intéresse, c'est le devenir du peuple camerounais. C'est la construction de notre nation. Nous ne faisons de concurrence, nous ne faisons de course avec personne. C'est pour ça même que dans son discours, le président Kamto est quand même assez extraordinaire. Même quand il fait dans ses discours, il vous dit qu'il tend même la main aux gens du RDPC. Voyez où cet homme va. À plus forte raison, n'est-ce pas, venir en concurrence contre quelqu'un de l'opposition. Ce n'est pas possible en ce qui le concerne. Ce n'est même pas concevable. Puisque dans le RDPC, il dit qu'il y a des gens bien avec qui il voudrait travailler quand bien il accédera à la magistrature suprême. Quand il dit comme ça, j'ai levé tout équivoque. Certains pensent que le long silence du professeur Maurice Kamto, justement après, je vais dire la publication des résultats, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, puisqu'il est resté tranquille, hein, d'aucuns pensent que ce long silence, justement, a participé, justement, à refroidir l'engagement de certains partisans d'Issa Chiroma Bakary qui étaient déterminés, justement, dans le changement. Ils s'attendaient à ce que Maurice Kamto puisse faire au moins une déclaration. Ça n'a pas été fait. Et ces derniers l'accusent justement d'être responsable de l'échec des forces du changement à ce moment-là. Quelle réponse donnez-vous à cela? De là à dire que Kamto est un dieu, il n'y a qu'un pas à franchir. Kamto n'est pas Dieu.
Moi, je suis quand même tout extrêmement étonné d'entendre ce genre de discours. Parce que, conceptuellement, je ne comprends pas. J'ai beau y réfléchir, je n'y comprends que dalle. Voilà quelqu'un qui était candidat à une élection. N'est-ce pas? Tout à fait. Dont on a privé de la possibilité, du droit de se présenter. Qui s'est tué? Personne n'a rien dit du tout. Est-ce que ces candidats, pour qui on dit qu'on a gardé silence, sont venus à son secours, ont pris la moindre initiative de protestation, sachant qu'à ce moment-là, c'est Kamto, n'est-ce pas, qui portait la voix du peuple? Quel était le plus grand danger pour la partie adverse? Est-ce que c'est pour cette raison qu'on l'a écarté? Est-ce qu'à ce moment-là, quelque leader que ce soit a pris sur lui telles actions, n'est-ce pas, d'engager telles actions pour mettre un terme à ces injustices? Il l'a écarté puisque c'est un homme, n'est-ce pas, pour qui le principal credo, c'est la teneur dans la paix et pas l'injure. Il est rentré, il est resté tranquille, il n'a empêché à personne de voter. Lorsqu'il avait eu, n'est-ce pas, réussi à être élu en 2018, il a mis une machine en branle. Et nous en payons le prix jusqu'aujourd'hui. On n'a accusé personne d'avoir gardé le silence. Quand bien on parle de silence, le silence, il tiendrait quel pouvoir? Il tiendrait quel pouvoir? Non, je vous pose, il tiendrait quel pouvoir, quelle légitimité, étant entendu que ce n'est pas lui qui a été élu, n'est-ce pas, pour amener peut-être le peuple au jeu. Ce d'autant plus que c'est lui qui a eu la légitimité. Puisqu'il y avait beaucoup de partisans, on sait que Kamto a toujours été populaire. Donc, en cette période, peut-être si donner un mot d'ordre, ça pouvait peut-être... Pourquoi donner le mot d'ordre? C'est d'autant plus que le peuple... vous savez, c'est même faire injure au peuple. Le peuple a désigné quelqu'un. Il suffisait que ce même peuple porte cette personne. Mais quand le peuple a donné sa légitimité à une personne, cette légitimité appartient à qui? Au peuple. À cette personne, alors, personne d'autre. C'est cette personne qui devrait donc mobiliser le peuple, pas Kamto. Oui. C'est trop gros. Comment expliquez-vous donc que ce soit Kamto aujourd'hui qui soit un peu présenté comme le bouc émissaire dans l'affaire? C'est la technique du miroir. C'est-à-dire chacun se voit à travers Kamto. Kamto est devenu un exutoire et il assume. C'est même bien pour nous. C'est même bien pour nous, nous portons le péché du peuple. C'est bien pour lui et pour nous. Mais ça ne peut pas nous décourager. Vous demandez à quelqu'un qui n'a pas la légitimité. Si quand vous êtes adressé le peuple, on a lui posé la question de savoir à vertu de quoi s'adresser à ce peuple-là. Vrai ou faux? C'est autant plus que la légitimité qu'il avait en 2018. Après, quand on l'a éliminé de la liste des candidats, il n'avait plus la même légitimité, je suppose. Puisque c'est quelqu'un d'autre qui a été élu. Pourquoi cette personne n'a pas appelé le peuple à revendiquer cette victoire? Parlant justement d'Issa comme Kamto l'avait fait en 2018. Parlant justement d'Issa Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de cette élection. Il ne s'est pas autoproclamé. Il a préféré justement s'exiler au plus fort justement de la crise pour des raisons de sécurité. Qu'aurait-il justement pu faire d'après vous? Est-ce qu'il serait... Vous aurez préféré je ne veux pas critiquer ses choix comme le font certaines personnes, y compris même de mon bord politique. La vie n'a pas de prix. Tout à fait. La vie n'a pas de prix. S'il a fui pour préserver sa vie, c'est tant mieux pour lui. Ils estiment que Maurice Kamto était resté à l'époque dans les mêmes conditions, dans les mêmes contextes. C'était son choix. C'était son choix. Je ne vais pas critiquer qu'il soit parti. Je ne vais pas tomber ce piège-là. Chacun a ses méthodes. Il a estimé que peut-être de l'extérieur, il peut mieux agir. En son temps, notre leader avait estimé que sur le territoire, il agira mieux. Respectons le choix de tout un chacun. Je crois que pour l'instant, et moi, pour ce qui me concerne, c'est Issa Bakary qui a été élu à la faveur des dernières élections d'octobre 2025. Il lui appartient, même si nous sollicitait, nous serions toujours là pour l'aider. Nous sommes du côté du peuple. C'est le peuple qui l'a élu. Ce n'est pas Kamto, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui l'a choisi. Ce n'est pas vous non plus. Ce n'est pas l'État appartient à DPC. La souveraineté appartient au peuple. Si le peuple décide aujourd'hui qu'il viendra, il va venir. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut expliquer donc aujourd'hui, puisque les deux candidats, que ce soit Kamto, vous le dites très bien, ou Issa Bakary, militent justement pour qu'il y ait changement. Qu'est-ce qui peut nous expliquer que les militants de ces deux leaders politiques aujourd'hui s'entretient sur les réseaux sociaux à travers des messages très violents? Ils se regardent pratiquement en chaîne de France aujourd'hui. Les militants ne se déchirent pas. Les partis politiques se gèrent au sommet. Il n'y a aucune consigne du MSC prescrivant qu'on attaque. En fait, on va dire sympathisants. S'il vous plaît. C'est mieux d'utiliser il n'y a aucune prescription du MSC qui demande qu'on attaque les partisans du FSNC. Oui. Vice versa, du côté du FSC. Parlons donc des sympathisants. Demandant qu'on attaque le professeur Maurice Kamto. À date, je n'en vois pas. Oui. C'est vrai qu'il y a peut-être certains agitateurs dans la scène politique
en mal de sensation. Ça va passer. Des gens qui étaient soutiens de Kamto hier, hein, qui aujourd'hui sont retournés contre lui. Et il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut expliquer La politique cela? est dynamique. Rien n'explique cela. Ils sont au nombre de combien? La machine demeure. Nous sommes dans un train. On peut pas adhérer à un parti politique, c'est pas entrer en prison. Chacun peut entrer au MSC et sortir quand il veut et comme il veut. Tout simplement. Nous leur disons tout simplement merci pour les bons et loyaux services qu'ils nous ont rendus. S'ils estiment qu'ils peuvent aller se déployer mieux ailleurs, qu'ils partent. Il n'y a pas de problème. Nous ne l'en voulons même pas. C'est mon style, c'est le style de mon leader, le président Maurice Kamto. Maître Fabien Kelly, il faut dire que les déclarations récentes de Djekam Tchameni dans l'ouvrage Anissé Kane, mon compagnon de lutte, lui qui est toujours en prison, suivi justement des propos de Denis Emilien Tangana, qui est un homme politique président du Front des démocrates camerounais, évoque justement les tentatives d'achat d'investiture impliquant le professeur Maurice Kamto. Vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe sur la toile depuis 2 jours. Bien entendu. Quelle est justement l'analyse que vous faites de cette actualité? Vous savez, Kamto a été circonscrit. Et c'est bien. C'est peut-être la seule fois que nos gouvernants ont été intelligents, que le parti État RDPC a été intelligent. Il a tout au moins ciblé Kamto comme l'ennemi à abattre. Et c'est normal. Tous les moyens sont mis en jeu. Donc toutes ces attaques sont la résultante de ce que Kamto a été ciblé comme l'ennemi public numéro 1 du RDPC à abattre, pas l'ennemi du peuple camerounais, parce que c'est l'allié, n'est-ce pas, c'est l'allié, comment dire, éternel du peuple camerounais. Ça va pas venir de partout. Vous imaginez, c'est même très gros en politique. Les négociations politiques, on ne les dévoile pas comme ça. Je ne vais pas citer les personnes. Ce qui est évident, c'est que toutes ces déclarations ne sont étayées par rien. Est-ce que vous avez les supports là-dessus? Vous n'en avez aucun. Non, on s'en tient aux simples déclarations qui sont relayées par nos adversaires politiques. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Pour que les Camerounais soient convaincus de cela, il faut des preuves. Moi, je suis avocat, peut-être c'est de vos formations professionnelles. Tant que je n'ai pas la preuve de cela, c'est qu'il y a encore des preuves qui ne peuvent pas exister. A contrario, c'est les personnes qui ont été, n'est-ce pas, acteurs ou lors des négociations avec le Maïdem de Anissé et Kane, ou au moins des rencontres avec cette racaille politique, je ne voudrais pas citer son nom, ont bien dit ce qui s'est passé. C'est pas trop fort, racaille politique. C'est la racaille politique. Lorsqu'on entre en politique pour s'enrichir, et non pour l'intérêt général, on n'est pas politicien. Lorsqu'on entre en politique, on s'engage à faire un don de soi, à suivre l'intérêt général. Lorsque vous ne le faites pas, et que c'est pour votre pense, vous devenez une crapule. Vous êtes pour moi, c'est ma qualification, vous devenez une crapule, une racaille politique. Quand vous entrez en politique pour votre ventre, vous êtes pour moi une racaille, une crapule. J'estime que cette personne-là, n'est-ce pas, ne devrait jamais même intervenir dans la scène politique. On fait la politique pourquoi? Mais pourtant, ils interviennent tous les jours, non? Ce sont des imposteurs politiques qui devraient les écouter. Je ne peux pas perdre mon temps à écouter ces personnes. C'est vous qui les ramenez même jusqu'à moi. C'est la racaille politique pure et simple. Moi, je ne parle pas de Djekam Tchameni. Il a justement été controversé. Mais je le suggérerais quand même parce que, soit dit en passant, je suis aussi parmi ceux qui a su sa défense. Je lui suggérerais aussi parfois de s'éteindre un peu. Parce que c'en est un peu trop. Il y a certains que vous avez beau vouloir aider, n'est-ce pas, qu'ils en remettent toujours. Parfois, c'est très choquant. Malheureusement, nous avons notre bon cœur pour continuer à les aider. Maître, on va sortir cet entretien que vous avez bien voulu accorder à Éco 237. Comment entrevoyez-vous justement l'avenir politique au Cameroun, notamment avec les élections législatives et municipales qui ont été prorogées? Finalement, on ne sait pas exactement quand est-ce que ces élections vont se tenir. Avant d'y arriver, il y a une question que vous avez éludée, que vous avez évoquée, fondamentale, qui tient même de l'existence même du Cameroun, en ce qui concerne les institutions. L'État du Cameroun est en train de mourir sous nos yeux. Dans aucune république, on n'a jamais vu ce qui est en train de se passer. Qu'un président de la République qui a juré sur la Bible de respecter la Constitution en vient à la détruire parce qu'aujourd'hui, la Constitution du Cameroun ne vaut plus un chiffon. On dit la légitimité, la souveraineté appartient au peuple. Quand vous en venez à enlever au peuple sa souveraineté, vous l'avez dépouillé de ce qu'il a de plus cher. Moi, je fais allusion à la dernière modification constitutionnelle. Il est dit que le pouvoir appartient au peuple. On sait comment le pouvoir est dévolu à travers les élections. Comment pouvez-vous imaginer
qu'on modifie une constitution et qu'on y insère un article qui tienne à ce que un président de la République soit nommé sans être élu. Dans quelle République avez-vous déjà vu ça? Même dans certains royaumes, il y a les rois et les premiers ministres qui ont la légitimité, qui ont la souveraineté du peuple, qui ont la souveraineté du peuple. Ça veut dire que le peuple camerounais en est aujourd'hui à être dépouillé de sa souveraineté. Nous avons aujourd'hui inséré dans notre constitution un vice-président qui est nommé par un président élu, qui peut lui survivre en cas d'absence ou d'incapacité. Si on en vient à se retrouver dans ce cas-là, qui aura élu ce président-là? Il répondra de qui? C'est vrai que le pouvoir en place s'appuie sur le Parlement, qui est en majoritaire non, RDPC. On ne peut pas. La souveraineté appartient au peuple. Bon, les parlementaires, les députés ne représentent pas le peuple? Non, on ne peut pas dire que les députés représentent le peuple. Parce que ce n'est pas à tort que le constitution camerounais a fait que le président de la République soit élu au suffrage direct. Ce n'est pas au suffrage indirect. Là, vous touchez même un domaine encore plus sensible. Ça veut dire que le président de la République du Cameroun aujourd'hui peut être élu, le vice-président est élu au suffrage indirect. Il n'est pas élu parce que ça procède du vote, n'est-ce pas, du vice-président par l'Assemblée nationale. C'est le suffrage indirect, alors que la Constitution consacre l'élection du président par le suffrage direct, c'est-à-dire que le peuple lui transmet directement, n'est-ce pas, sa souveraineté. Tout à fait. Le vice-président, donc, à quel suffrage? Il est indirectement élu, ce qui est en violation totale avec la Constitution. Et voyez-vous d'ailleurs qui l'a élu? Quand bien on aurait pris cette hypothèse, on se retrouve, n'est-ce pas, avec les députés illégitimes. Le mandat des députés est de 5 ans. À l'échéance de 5 ans, qu'est-ce que les députés font encore? Vous avez me dit que la loi permet, en cas de circonstances graves, n'est-ce pas, de proroger leur mandat pour une seule fois. Le mandat des députés avait été prorogé, ainsi des conseillers municipaux, après 1 an. Il y avait quelles circonstances atténuantes? Il y avait quelles circonstances graves? L'État a parlé de problèmes de finances. Cependant, nous avons reçu le pape ici, à combien peut-être une 50aine de milliards. La venue du pape était plus importante dans notre pays que l'expression du suffrage du peuple camerounais. Que non. La preuve donc faite par 1000, avec la venue du pape, que la raison financière ne tenait pas du tout. Il s'agit, n'est-ce pas, des faussaires politiques, n'est-ce pas, des dictateurs qui se foutent pas mal de ce que pense le peuple, tout simplement. Donc, je tenais à ce que nous venions là-dessus, puisque vous me posez la question en ce qui concerne le mandat des députés. Et l'avenir, comment entrevoyez-vous justement cette élection-là qui arrive? C'est vrai que c'est encore, ils sont encore loin. Je ne m'étonnerais pas que demain, mais les mêmes députés peuvent dire demain qu'on ne peut plus, qu'ils sont éternels. Pourquoi pas? Moi, je ne m'inquiète pas. Il va arriver un temps où on va dire ça suffit. Vous pensez que les mêmes députés que le même président ne peut pas convoquer l'Assemblée nationale pour dire qu'ils sont députés éternellement? D'où est venue la question de la vice-présidence? Donc, je n'entrevois rien. C'est la peur qui a gagné le camp adverse. Ils ont tellement peur, parce qu'ils ont tellement fait du mal qu'ils ne savent plus s'en sortir. Même, ils ne voient plus la fenêtre à travers laquelle ils vont sortir. C'est pour ça qu'ils préfèrent se maintenir par tous les tripatouillages des textes de loi de la Constitution. La Constitution, souvenez-vous-en, c'est à la faveur de la tripartite, au plus du sang des Camerounais, n'est-ce pas, que le conscient camerounais s'est assis, premièrement pour dire que le mandat du président de la République était de 7 ans renouvelable une seule fois. Le camp adverse avait seulement arraché ce mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. En 2011, il faut se le rappeler, lorsque le gouvernement en place ont vu poindre l'horizon de 2011, la fin de leur mandat, ils ont en 2008 massacré près de 200 Camerounais pour modifier la Constitution. Vous pensez qu'ils n'ont pas 208 os comme nous? À un moment, ça va s'arrêter. Donc, je n'entrevois rien. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Mais les Camerounais doivent savoir qu'ils doivent rester debout pour mourir. Merci infiniment, Maître Fabien Kenyé. Merci d'avoir accepté justement de répondre aux questions d'Écho 237. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition bien chargée de paroles d'hommes avec justement Maître Fabien Kenyé qui est avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC. Merci de nous avoir regardés. Nous vous invitons à partager abondamment et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À très bientôt. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019,
grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DNV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DNV et d'ailleurs. Participez à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum, un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High pour une soirée d'exception. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571, 575, 1034 ou encore au 202, 568, 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026, une date qui compte, un geste qui éclaire des vies, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DNV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America, un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Eco 237, la chaîne des valeurs. Otizen Bromai vous invite à un rendez-vous exceptionnel ce 25 avril 2026. Rejoignez-nous à Houston, Texas pour la 2e édition de notre gala annuel de collecte de fonds Stand Up for Autism Spectrum Disorder. À partir de 17h30 précise, vivez une soirée placée sous le signe de la solidarité, de l'espoir et de l'engagement. Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les enfants atteints de spectre de l'autisme en Afrique. Et ensemble, offrons-leur un avenir meilleur. Votre présence peut faire la différence. Rejoignez-nous, partageons ce moment unique et soutenons une cause qui transforme des vies. Otizen Blomai vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Avec le soutien d'Eco 237, la chaîne de valeur.